Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une machine qui va demander pas mal de nouveaux concepts, qui s'appelle Active. Active pour Active Directory. Donc on va se placer dans le cas d'un attaquant qui est à l'intérieur d'une entreprise et voir ce qu'il peut faire pour devenir administrateur de domaine de l'entreprise. Elle n'est pas si difficile que ça, hein, faut pas s'inquiéter. C'est d'ailleurs pas les techniques les plus récentes, mais ça reste des techniques encore d'actualité. Mais on va voir ça ensemble, et commençons par le classique scan de port. Donc la cible est 10-10-100. Alors c'est parti. Et comme à chaque fois, pour vous faire gagner du temps, une petite pause en attendant la fin du scan and map. Voilà, le scan est fini. Donc si je mets ça en plus grand, on voit qu'il y a pas mal de ports ouverts. Port 53, 88, 389. Déjà quand vous avez ce triplé là, vous pouvez quasiment être sûr que c'est un domaine contrôleur, donc un contrôleur de domaine en face, puisqu'il héberge le service DNS, le Kerberos et le LDAP. Ensuite on a donc un paquet d'autres ports, je les connais pas tous, hein. 57-22 je vois pas ce que c'est, 93-89, enfin bon bref, un paquet de ports ouverts. Du coup moi, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, en général j'attaque d'abord le serveur web, et quand il n'y a pas de serveur web, le deuxième port que j'attaque c'est le port 445 SMB. Donc là on voit qu'il est ouvert, et d'ailleurs donc que ce soit domaine contrôleur ou une cible normale, je vais souvent attaquer ce port en seconde option s'il n'y a pas de serveur web. Donc là il y a plusieurs commandes intéressantes pour énumérer un peu à quoi on a accès en tant que nobody quand on n'a pas d'utilisateur de l'AD sur le partage Samba. SMB. Ce coup-ci, je vais vous montrer la commande SMB map, qui est clairement celle que j'utilise le plus souvent. Moi, je la trouve très chouette, et parce qu'elle est super simple et elle sort pas mal de résultats. Donc, l'idée, c'est de taper SMB map-h la cible, et c'est tout. Très simple. Et donc, elle énumère ce qu'elle peut. Et là on voit quoi? On voit que donc il y a les classiques partages qui sont sur tous les Windows quand ça finit par $, donc c'est des partages, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est pas des partages classiques, c'est des partages machine. Netlogon, ça c'est surtout des Active Directory, mais on en reparlera. Et là de toute façon, le seul auquel on a accès en lecture, c'est Replication. On a du read-only. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est on peut envisager l'attaque GPP. Alors l'attaque GPP, ça consiste... bon ça par contre c'est une attaque que ça m'a jamais servi je pense en mission, et à chaque fois ça me passe pas, mais bon ça a eu existé. Et en fait c'est l'idée que il y a un fichier XML qui stockait à l'époque des paramètres liés à l'Active Directory qui étaient chiffrés avec une clé en dur, et comme cette clé en dur a été récupérée, et ben il suffisait ensuite d'utiliser cette clé en dur pour déchiffrer le contenu de ce fichier. Et le contenu de ce fichier c'était quoi? C'était le mot de passe du compte qui avait servi au paramétrage en question. Donc en gros ça permettait de récupérer en clair un mot de passe. Donc on va tester, voir si on peut utiliser cette attaque. Donc je mets -R replication pour faire de la récursif à l'intérieur du répertoire du partage réplication. Et je mets -A groups.xml qui correspond au fichier où il y a souvent cette problématique. Donc cette problématique de GPP sur Windows. Et le -Q, alors je vais le faire comme ça, histoire de vous montrer SMB map. Là s'il y a un man, si.
grand H c'était bien la cible. Grand R, il est là, c'est bien pour le récursif. Et tiré Q, c'est pour une output moins verbeuse. Allons-y. Et il nous sort pas grand chose. Pourquoi? Je ne sais pas, normalement il devrait nous sortir plus de choses. Alors est-ce qu'il y a un ordre spécifique? Je pense pas. Je vais quand même essayer en changeant l'ordre. Bon ben tant pis. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais finalement utiliser SMB client et on reviendra sur SMB map après. Alors SMB client, donc un autre utilitaire pour jouer avec le SMB de Microsoft. Donc en gros, comme son nom l'indique, c'est un client SMB. Donc là ce que je fais, c'est que je me connecte au partage avec ce SMB client auquel on a accès. Donc là il n'y a pas besoin de mot de passe puisqu'en Anonymous c'est suffisant. Je vais configurer le recurse, donc la récursivité on, prompt off et mget étoile. Donc ça en fait ce que je fais, c'est que je vais télécharger tous les fichiers qui sont présents dans ce partage. Voilà, donc là il fait du récursif et il va chercher tous les fichiers existants dans ce partage. Et du coup, là maintenant que je pars, si je fais ma commande de tout à l'heure, ça change rien. Bref, bon bah du coup on va le faire à la main vu qu'il y a très peu de fichiers, et d'ailleurs on le voit tout de suite qu'il est là, le groups.xml. Donc celui-là on a très envie de voir le contenu, donc je vais dans active htb, j'ai oublié où c'était, machine préférence, groups, polit size, je vais faire un copier-coller, on va pas se faire chier, tac. Une fois qu'on est là, machine préférence groups, voilà, et ce fichier là, quand on l'affiche, on voit en effet qu'il y a un mot de passe chiffré. Donc c'est, on a très envie de jouer, on a même le nom d'utilisateur d'ailleurs, je suis en train de découvrir, svc-_tgs, donc svc probablement pour service, donc c'est pas un utilisateur classique mais c'est un compte de service, et tgs, on a envie de penser à Kerberos, puisque comme je vais en parler un peu après, tgs c'est pour Ticket Granting Service. Donc, maintenant que j'ai cette information, chiffrée, il faut que je la déchiffre. Donc le GPP, donc groupe Politsai Préférence, il y a un utilitaire qui permet de déchiffrer avec la clé en dur le mot de passe, qui est tout bête, hein, et qui est en plus préinstallé sur Kali, qui s'appelle GPP Decrypt. Donc si je fais GPP Decrypt et je copie-colle le mot de passe chiffré, tout simplement, eh bien il me le déchiffre, et donc le mot de passe du compte de service est cette chaîne de caractères assez longue, GPP Still Standing Strong de 418. Donc voilà, très simple, il y a un module aussi dans Metasploit qui permet de le faire de manière automatisée, sans récupérer les fichiers, il va taper les partages et voir ce qu'il trouve, et s'il le trouve, déchiffré. Mais bon, là c'était pour vous montrer un peu la méthode avec SMB map puis SMB client. Et donc maintenant qu'on a ce mot de passe, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Justement rejouer avec SMB map, mais ce coup-ci pour chercher tous les partages auxquels on a accès en tant qu'utilisateur authentifié. Donc je vais mettre -d pour le nom de domaine qui est active, on le voit ici, active.htv c'est le domaine. Donc -u, j'utilise l'utilisateur dont on vient de compromettre le mot de passe, c'est-à-dire svc-tgs,
Son mot de passe, c'est donc GVP still standing strong, still standing strong, et donc ma cible 10 100. Et là, on a en effet accès à plus de choses. Donc on a accès à NetLogon auquel on n'avait pas accès tout à l'heure, réplication ça on y avait déjà accès, 6 vol on n'y avait pas accès. Et tout ça, je pense que... Enfin, à part le user qui est encore un autre, mais tout ça, ça doit être le contenu... SMBmap a l'air d'avoir changé d'affichage récemment, parce qu'avant il n'affichait pas les fichiers qu'il trouvait comme ça. Mais pourquoi pas, c'est pas plus mal, on voit qu'on a accès à pas mal de choses. Alors, à partir de là, on peut se dire que potentiellement on a déjà le premier flag, qui serait peut-être dans SVC TGS. Donc pour vérifier ça, je vais faire le SMB client comme tout à l'heure. Mais tout à l'heure on a fait SMB client / replication. Et là du coup on va tenter le users, qui me paraît être pas mal. Alors le mot de passe, HVP still standing strong, T9. Pourtant il a l'air de dire qu'on est en read-only là. T9 parce que j'ai pas spécifié d'utilisateur. Oui, forcément ça marche moins bien si on spécifie pas les noms d'utilisateurs. Je ne sais plus quel est le paramètre, si c'est petit ou grand U. Donc si je fais SMB client-h, on voit tous les paramètres possibles. Et donc si vous voyez le nom d'utilisateur quelque part plus vite que moi, et vous pouvez l'utiliser. Du coup c'est grand U ou petit, on peut faire un double tiret user. Donc moi je vais faire tiret grand U, notre utilisateur c'est SVC. Comme c'est du Windows, je pense que si on met minuscule ça change rien, on s'en fout de la casse. Donc je retente le fameux mot de passe still standing strong, qui n'est plus affiché sur l'écran, on a déjà trop de verbose. Voilà, c'est mieux. Et là du coup on a accès aux users, et j'imagine que le flag users est dans ce répertoire. Desktop, dire, ouais il est bien là, on voit même qu'il fait 34, donc je peux le télécharger avec un get, user.txt, et ensuite il est là, et il est pas là. Il est pas là parce que je devais être dans le répertoire qui va pas. Donc c'est à dire que si je fais quit, voilà, quand on fait get, il le met dans le répertoire courant, et mon répertoire courant c'était ce truc là. Donc là si je fais un wc-c user.txt, j'ai effectivement récupéré le premier flag qui fait 34 alors qu'il devrait faire 33. Et je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être eu un caractère en 3, ou... ah oui non c'est du Windows, donc il y a 34 caractères parce que c'est pas un retour à la ligne \n mais \r/n. Mais je m'éloigne du sujet. Alors maintenant qu'on a bien qu'on a fait la première étape, la seconde étape va être un peu plus complexe, et ça va être donc de jouer avec Kerberos. Alors une attaque très répandue, qui a en tout cas on a beaucoup de parler d'elle, ça s'appelle le Kerberos Sting. Donc le Kerberos Sting, c'est le concept. Ah oui, donc j'ai même une petite image pour vous montrer un peu. Voilà. Alors le Kerberos Sting, c'est quoi? C'est l'idée de extraire le hash d'un utilisateur en utilisant le service Kerberos. Pourquoi c'est possible? Donc si on regarde ce schéma qui est extrait de adsecurity.com, on voit que lors d'une authentification Kerberos, le client donc, va taper le KDC, KDC pour Key Distribution Center, un truc comme ça, et donc il va envoyer une requête TGT, donc TGT pour Ticket Granting Ticket. Le KDC lui répond pas de souci, j'ai reçu ta requête, c'est détaillé là. Hein. Donc tout ça c'est le protocole standard d'authentification sur Kerberos. Donc troisième étape, le client envoie au KDC c'est quoi donc?
un TGS, donc Ticket Granting Service, ticket. Ok. Et la quatrième étape qui est la plus importante, c'est le KDC lui répond avec le TGS chiffré avec le NTLM. C'est ça l'élément important, c'est que du coup le TGS est chiffré avec le hash du password du service ou de l'ordinateur qui délivre le ticket. Et bon, ensuite, si en temps normal, ensuite l'utilisateur accède à sa ressource qui souhaite accéder. Mais ça, nous, à la limite, on s'en fout. Nous, ce qui nous importe, c'est que on a du coup la possibilité de récupérer le hash du service, le hash NTLM, avec ce qu'on appelle donc le Kerberos-sting. Bon, c'est pas super clair, mais il y a plein d'articles pour vous éclairer sur ce sujet. Alors du coup, comme ça paraît compliqué, et c'est compliqué, mais il y a des outils qui rendent ça très simple. Et on pourrait le faire juste avec un LDAP Search, mais je vais utiliser un outil encore plus simple, qui fait partie de la suite Impacket. Impacket, donc une suite d'un paquet de scripts super utile dans le hack de Windows. Donc je vais utiliser le script qui s'appelle getUserSPN. getUserSPN, donc qui fait partie de la suite Impacket. En paramètres, remarque, je peux faire -help. Donc il vous indique les paramètres qu'on peut mettre en place. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la cible, qui est donc le seul paramètre obligatoire. Donc la cible, c'est facile, c'est active.htb/hdc-tgs. Ensuite, on peut mettre l'IP du domaine contrôleur, parce que par défaut, je suis pas sûr qu'ils prennent la bonne dans notre cas. Et là, du coup, il demande le mot de passe du compte, mot de passe qu'on a, mais que j'ai pas sur cet écran-là. Donc, je vais aller le chercher ici. Il est où? Il est là. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Voilà. Et là, on voit du coup que en utilisant ce script getUserSPN, eh bien, on interroge le domaine cible. Alors, SPN, c'est Service Principal Name. Donc là, le Service Principal Name, il est affiché ici. C'est active/CIFS 445. Et du coup, pourquoi c'est utile? Ben, ça va être, vous allez le voir après. Mais en tout cas, ça implique qu'il y a bien un service, un SPN, Service Principal Name, associé au compte que l'on a compromis. Du coup, on va pouvoir effectuer probablement cette attaque Kerberos. Du coup, ce qui est important de retenir, c'est que les comptes où on peut faire du Kerberosting, c'est probablement, enfin plus souvent en tout cas, des comptes de service, ce genre de choses. Donc c'est pas si évident, même s'il y a des cas où on peut le faire depuis plein de comptes. Enfin bref, il y a plein de cas possibles. Je vais pas trop rentrer dans les détails à ce sujet. Donc maintenant qu'on a vu que un service est associé au compte, eh ben on va faire une request. Donc c'est l'argument ici. Donc on va demander au TGS en gros le hash. S'il vous plaît TGS, envoyez-moi le hash du compte, HNTLM. Soyez gentil. Donc on rajoute juste -request. Il redemande le mot de passe, normal. Donc je le remets. Et voilà. Le script nous extrait le hash NTLM du compte du TGS. Donc un compte qui a probablement des droits élevés, pour pas dire qui est domaine administrateur. Bon, par contre, maintenant qu'on a le hash, ça veut pas dire qu'on peut l'utiliser aussi facilement que ça. C'est pas comme du NTLM relais où on peut le passer en paramètres, on va dire, et on peut le pass du hash, ça marche pas forcément non plus, ça dépend des configurations.
Mais ce qui marche toujours, l'attaque qu'on peut toujours essayer de faire, qui va pas forcément porter ses fruits, c'est d'essayer de craquer le mot de passe à partir du hash. Donc pour ça, craquer un mot de passe à partir du hash, c'est quoi? C'est simplement, donc le hash, c'est on prend une entrée et on fait des calculs dessus et ça fait une sortie, et depuis cette sortie on peut jamais retourner à l'entrée. La seule solution mathématiquement possible, c'est depuis l'entrée d'aller vers la sortie. Donc on va faire du brute force, donc c'est-à-dire mettre plein d'entrées possibles jusqu'à trouver celle qui affiche la même sortie. C'est quand même beaucoup plus efficace que si vous regardez la vidéo sur le brute force en ligne là. Donc ça mettait pas mal de temps pour casser un brute force en SSH et en web. Le hash ça va beaucoup plus vite puisque là on est sur du local, on n'a pas besoin d'utiliser le réseau, on va faire les calculs en local. Et ça va encore plus vite avec des GPU. Donc si vous avez des fermes de serveurs avec plein de GPU en parallèle, vous pouvez dépoter assez rapidement un paquet de mots de passe. Donc dans mon cas, je vais aller sur une autre machine parce que la GPU de cette machine là elle est pourrie. Donc je vais aller sur la 71. Voilà, et ici je vais aller dans téléchargement, VMware Share, outils, H4. Voilà. Alors, il faut mettre notre hash dans un fichier, donc je vais l'appeler active.h et je lui mets le hash qu'on a extrait grâce à une paquette. En plus, comme c'est spécifié ici, je crois, on voit bien que l'output est dans le format qui est compris par John the Ripper ou H4, donc on n'a pas à se faire chier au niveau du format. À partir de là, c'est assez simple, hein, il suffit de lancer H4, moi c'est de 64 bits, tirer A0 pour dire que c'est une attaque par brute force avec Dico, -M 1300, donc ça c'est le type de hash qui correspond au ticket Kerberos. Pour avoir le type de hash, il suffit de faire un -help, donc -h. Voilà, donc du coup, vous voyez on a un paquet, et si on prend le 1300, je vois pas d'ailleurs, il faut que je fasse un grep. Un grep 1300, je sais pas s'il va aimer le grep, si parfait. On voit bien que c'est le Kerberos 5 DGS rep type machin. Donc, effectivement, c'est bien ce type de hash. Et si on fait le -A, on voit bien que, où c'est qu'on spécifier les types d'attaque, pendant que j'y suis. Ça doit être avant la liste des hash. -A attack mode. 6 références below. Mince, on l'a loupé. Elles sont où les types d'attaque? Attack mode, voilà. Donc 0 c'est straight. Après on peut faire de l'hybride, de la combinaison, de liste. Donc bref, un paquet d'attaques possibles, d'attaque mode possible. Alors, donc 1300, il faut mettre évidemment le fichier contenant le hash, et il faut mettre le dico qu'on veut utiliser. Donc moi je vais utiliser RockU, hein, je crois que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, un dico de 14 millions de mots de passe, qui est souvent utilisé sur les machines Xbox. Par contre dans la vraie vie elle est moins pertinente, surtout si vous êtes chez des clients français, puisque le RockU est basé sur des leaks plutôt américains. Mais là quand on attaque une machine qui est américaine, enfin qui est sur Xbox qui est anglais, on a des chances que ça passe avec celui-là. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Platform not found. Alors ça, je m'y attendais pas. Alors je vais faire une pause pour débugger ça. Bon, c'était un peu plus long que ce que je n'aurais cru. En gros, j'ai eu de la malchance que mes drivers se sont mis à jour quelques heures avant de faire cette vidéo, et du coup les nouveaux drivers ne passaient pas avec H4. Donc j'ai tout réinstallé,
Et ça semble être mieux, j'espère que ça va le faire. On va vérifier de ce pas. Donc je retourne dans le répertoire où est installé H4, la dernière version. Et donc je relance la commande que je voulais faire, c'est-à-dire h464 -m1300, le fichier contenant le hash qui est active.h, la liste de mots de passe, je vais utiliser roq.txt, et on va faire juste un --podfile disable, c'est pour désactiver la sauvegarde du mot de passe dans podfile si on le trouve. Ça semble mieux, à part qu'il n'a pas l'air de gérer le fan, donc le ventilateur, mais on va faire sans, hein. Donc il y a quand même un watchdog qui vérifie la température des GPU, donc ouf. Et on voit qu'en quelques secondes seulement, il a déjà fini. Et il a le status cracked, donc ça veut dire qu'il a craqué le hash. Du coup vous allez me dire, et donc il met le mot de passe qu'il a trouvé où? Alors du coup, qu'on n'a pas spécifié de tirer O, c'est vrai que j'ai oublié de mettre un tiret O. Alors quand on met pas de tiret O, où c'est qu'il le met? Je ne sais plus. Peut-être directement dans le fichier active.h. Non. C'est une bonne question. Il faudra que je regarde. Je vous laisse en exercice ça. Et du coup, ce qu'il fallait faire, donc, moi ce que je fais d'habitude, c'est tirer au cracked.active. Et là, je pense que, en plus, comme on a mis tirer podfile disabled, il va refaire le calcul. Ah là là. Voilà, et ce coup-ci, donc comme on a fait un tiret O, et ben j'ai bien un cracked.active avec à la fin du hash 2 points ticketmaster 1968. Donc ça c'est le mot de passe qu'il a craqué. Alors que tout à l'heure, effectivement, à la fin, on n'avait pas de 2 points et le mot de passe. Du coup, donc là on a cassé le mot de passe du compte qui a émis le ticket Kerberos. Donc on est plutôt pas mal, puisque c'est probablement un compte qui a beaucoup de privilèges. Du coup, on va essayer de se connecter à la machine cible, donc le domaine contrôleur, avec par exemple WMI exec. Alors pour rappel, sur Windows, il y a pas mal de possibilités pour se connecter. Donc par défaut, en général, dans la vraie vie, quand on est administrateur classique et pas hacker, on utilise le RDP 3389. Là, il n'est pas ouvert. Maintenant, par défaut, c'est fermé sur les domaines contrôleurs, ce qui est une très bonne chose d'un point de vue sécurité. Du coup, la hackeuse, qu'est-ce qu'elle a comme possibilité? Elle peut utiliser le 445, parce qu'on peut faire du SMB exec par-dessus. Après, parfois, il y a du WinRM, mais là, il a pas l'air d'être monté. Et il y a aussi du WMI, donc Windows Management Instrumentation, qui permet à la base de faire juste de passer, de faire des choses à distance, mais du coup le script WMI exec permet de carrément faire un shell à distance tant qu'à faire. Donc on va essayer avec ça, et on va essayer avec le compte administrator et donc le mot de passe qu'on vient de trouver, ticketmaster 1968. Et il faut mettre la destination 10.10.10.100. Donc il fait le dialogue SMBV 2.1. Alors c'est un semi-interactive shell. Donc ça veut dire que c'est pas un vrai shell, c'est-à-dire qu'il y a des commandes qui vont pas passer, notamment il faut faire attention à dans quel répertoire vous êtes, ça dépend comment c'est géré. Mais là on voit qu'on a effectivement un shell
même si c'est un semi-shell, on est bien administrateur sur la cible, donc on a probablement accès au flag root.txt pour prouver que on a bien pawné la machine. Donc pour cela, je vais faire un dir. Alors est-ce qu'il va aimer le CD ou pas? Oui. Redire administrator. Encore un dire. J'imagine que le flag est en desktop comme d'habitude. Dire yes, il est bien là et il est bien 34. Alors du coup, je vais faire ma fameuse commande str dessus pour voir si j'ai bien accès. Ça renvoie rien, mais ça renvoie rien probablement parce que on est dans un semi-interactive shell. Mais bon, si on fait un wami/priv, voilà, on voit qu'on a tous les droits, donc on a bien pawné la machine, machine active. Voilà, donc c'était une machine vachement intéressante, surtout si vous avez jamais creusé le Kerberos et comment on pawn un Active Directory. Je rappelle que c'est la partie la plus facile dans une vraie attaque. Le plus dur c'est d'avoir un pied dans la cible, mais une fois qu'on est dedans, devenir domaine ennemi c'est pas le plus dur. Et il n'y a pas que moi qui le dis, il y a notamment Phineas Fisher. Donc Phineas Fisher, si vous connaissez pas, c'est un hacker ou une hackeuse, on sait pas, hein. C'est même peut-être un groupe de personnes. Toujours est-il que cette personne donc pirate des vraies cibles dans la vraie vie à la sauvage et explique comment il ou elle fait. Et du coup c'est pour ça que c'est très intéressant comme retour d'expérience, parce qu'il y a très peu de hackers et de hackeuses qui expliquent comment ils ont fait pour pirater des cibles. Donc c'est pour ça notamment qu'il ou elle est connu. Après il est aussi connu parce qu'il a lancé un bug bounty pour donner de l'argent à ceux qui piratent les banques. Donc après c'est une idéologie qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais toujours est-il qu'il redistribue l'argent qu'il pirate à des associations, et il explique d'ailleurs qu'il y a certaines associations qui sont plus faciles à aider que d'autres parce qu'elles gèrent plus facilement les porte-monnaies électroniques. Mais tout ça c'est un autre sujet. Alors si je trouve le papier qui m'intéresse, est-ce que c'est celui-là? Peut-être... Ouais voilà. Donc ça c'est un des derniers qu'il a publié, il ou elle en publie pas souvent puisque la fois d'avant c'était 2 ans avant je crois, ou un an avant, je sais plus. Et donc là elle dit que elle a piraté une banque dans les Caïmans, et donc elle explique comment elle a fait, je vous laisserai lire le papier, et effectivement elle explique que toute la partie toute la partie elle a pawné le domaine. C'est la partie facile. Ce qui est le plus dur, c'est comprendre ensuite comment fonctionnent les opérations et faire les virements, etc., etc. Voilà, donc ça c'est un papier traduit, l'original est en espagnol. Donc faut faire attention aux traductions évidemment, puisqu'on est sur Pastebin, ça peut être n'importe qui traduit n'importe comment. Ça me fait penser d'ailleurs que c'est la barrière de la langue est mine de rien une barrière assez importante dans le hacking, puisque même si la plupart des ressources sont en anglais, on va quand même avoir parfois des papiers. Moi ça m'est déjà arrivé par exemple d'avoir une cible où il y avait un exploit, et l'exploit, le seul papier que j'ai trouvé dessus c'était en chinois. Donc même en utilisant des traducteurs automatiques, c'est pas forcément évident de s'en sortir. Donc c'est un plus, hein, si vous arrivez à avoir une personne dans votre équipe qui parle chinois, c'est top. Pareil pour le russe, hein, parce qu'il y a quand même un paquet de malware qui sont en russe. Donc tout ce qui est analyse de malware, quand vous avez des langues comme ça, chinois, russe, espagnol, c'est vachement pratique. Et il faut pas oublier aussi tout ce qui est géopolitique. Si vous avez des compétences, ou quelqu'un dans l'équipe qui a des compétences en géopolitique, c'est super pratique. D'ailleurs, je vous conseille de suivre, si ça vous intéresse, Malicia Rogue, qui est une chercheuse hackeuse assez instructive sur la Russie, puisqu'elle connaît bien le sujet,
Et par exemple, vous avez la vidéo qu'elle a faite à la NDH16 Talk. Je vous mettrai le lien de façon en dessous de la vidéo. Mais si je dis pas de bêtises, ça doit être par là, bah elle est là. Donc ça c'était le NDH16, c'est dire que c'était en 2018. Je vous prie s'il vous plaît de bien vouloir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toutes les semaines, la prochaine sera le vendredi midi prochain. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, en espérant que ça vous a fait faire un pas de plus vers le niveau en hacking de Lisbeth Salander.